Merci Sandra de m'accueillir dans ton joli showroom. Bienvenue. Et j'aurais aimé peut-être que tu nous racontes un petit peu où on est justement et ce que tu y fais ici. Ici, on est dans mon showroom, qui est un showroom que je partage avec une autre designer qui s'appelle John Semi John, qui est une designer coréenne qui a étudié en France. On est très copines. Et on a décidé de se mettre ensemble pour partager un showroom où on peut recevoir nos clientes. Donc dans cet espace, en fait, c'est vraiment l'espace où on reçoit nos clientes. On expose nos collections. Tous les 2 mois à peu près, je fais des Open Studio Days, qui sont sur des week-ends, vendredi, samedi, dimanche, où les clientes peuvent venir en showroom. Une cliente a toujours besoin d'essayer le produit pour pouvoir après acheter online tranquillement, en sachant exactement à quelle taille elle correspond dans la marque. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce que ta marque SMK fait, peut-être nous raconter un peu aussi l'histoire qui est très liée à la tienne en fait. SMK, donc c'est une marque que j'ai créée en 2014 pour la première fois. Ce sont mes initiales, Sandra Meignet Kang. Et cette marque en fait, elle est basée sur un concept éco-responsable. Donc c'est une marque 100% vegan. Donc tous les textiles qu'on utilise ne proviennent d'aucun animal, que ce soit cuir, fourrure ou laine, cachemire, mohair, etc. Nous n'utilisons aucun de ces matériaux dans la marque. Nous travaillons avec des textiles aussi écologiques, éco-responsables, on va dire, qui sont soit des textiles recyclés, soit des textiles naturels, tels que par exemple le nylon régénéré, le polyester recyclé, les cotons bio, etc., etc. La marque produit éthiquement aussi, alors ça j'en ai touché un mot sur mon atelier justement. On travaille avec une dame qui produit 90% des collections toute seule dans son atelier, qui est une auto-entrepreneur aussi. Nous faisons des donations aussi, donc par produit 1000 won est donné à une association pour la protection des animaux qui s'appelle KARA en Corée du Sud, justement c'est une grande association coréenne. On fait le versement tous les 6 mois à peu près. On travaille énormément sur le recyclage, alors ça c'est vraiment une des grosses parties de la marque, c'est de recycler quand on fait une production. Quand on coupe son patronage sur un textile, on a énormément de parties textiles qui restent, que ce soit des petits bouts, des grands bouts, des longs bouts, des bouts larges, etc. On recycle tout dans des grands sacs qui nous sont donnés en même temps qu'on reçoit les productions. Et à partir de ça, on fait nos packaging pour les clientes, ce qui fait qu'on utilise 0 plastique dans la marque. Donc ça nous permet de créer des packaging réutilisables, des petites pochettes colorées avec n'importe quel textile, de n'importe quelle forme pour les clientes. En plus de ça, avec les plus petits bouts, on fait des chouchous à cheveux, qu'on offre bien sûr aux clientes. Et avec les plus micro bouts, on fait des bracelets. On tire les bouts pour en faire des élastiques et on fait des bracelets qui sont aussi donnés aux clientes. Donc il y a vraiment tout un procédé de recyclage. Ça me prend 50 à 60% de mon temps de travail, c'est le recyclage. Je vais fabriquer des pochettes d'abord, en priorité. Après des chouchous. Et avec les plus petits morceaux qui sont là, je vais en faire des bracelets. On va pas le recouper, on va pas s'amuser. Ce qu'on va faire, c'est par contre, on va le tirer. Quand tu tires après, ça devient un élastique. Ça te fait un élastique. Et t'en servir comme élastique pour les packaging ici. Tous les matériaux qui nous restent ou les petits bouts qui nous restent. Donc tous les jours, j'essaie d'en faire une bonne dizaine parce que quand on fournit, quand j'ai un acheteur international par exemple qui me demande mes produits et que j'ai une commande, si l'acheteur achète 100 produits, il faut que je puisse lui fournir les 100 packaging qui vont avec pour qu'elle puisse envoyer à leurs clients sans plastique. Et ça, tu fais ça à la main Je fais ça à la main ici. Tu veux que je te montre? Comme ça. Après, il faut recouper les bords. Du coup, qu'est-ce que ces petits morceaux vont-ils devenir, à ton avis? Qu'est-ce que je vais en faire? Des élastiques. Je les tire. Hop, faire à repasser. Dernière étape. On recoupe l'intérieur. Ok. Double nœud. Et on coupe. Voilà au final mes déchets. C'est fou, hein? Donc ça, c'est le packaging classique. Elle a une petite carte postale en papier recyclé avec lequel on note bonjour, machin. Alors pour ce produit, voilà, on vous conseille de le porter comme ça. Pour le lavage, lavez-le comme ça, etc. On essaye. C'est à chaque fois personnalisé ou Oui, à chaque fois. Ah, okay. Et si elle a acheté le léotard, par exemple, en Econil, on va lui mettre la petite postcard Econil. Avec qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Avec l'explication anglais et coréen, partout. Est-ce que tu n'as pas des soucis entre le le coût
que toi, ça te fait en production, tu parlais de main-d'œuvre et de temps, et le prix que tu vends, parce que tu ne vas pas non plus vendre tes robes à des prix de haute couture. Bien sûr, c'est un vrai problème. Quand tu achètes un polyester traditionnel et que tu achètes un polyester recyclé, c'est pas du tout le même prix, c'est beaucoup plus cher. Par exemple, le coton traditionnel et le coton bio est beaucoup plus cher. Donc déjà, tu vas avoir un prix plus élevé sur ta matière première. Ensuite, si tu produis éthiquement dans un petit atelier par une petite couturière, c'est elle qui va décider de ses prix, c'est pas l'usine. Donc ce qui veut dire que si elle décide que ton produit va être à 20 000 won de la pièce, ton produit va être à 20 000 won de la pièce. Et donc du coup, ça va monter. Déjà, ton prix de production va être très haut, ta matière première va être très haute. Du coup, à partir de ça, quand tu dois fabriquer tes prix toi, si tu veux rester un minimum abordable sur le marché, tu dois réduire ta marge. Pour recycler, il faut déjà rassembler. Par exemple, si tu fais du polyester recyclé, il y en a beaucoup qui sont faits à partir de bouteilles en plastique. Tu dois déjà racheter les bouteilles en plastique à une société pour pouvoir après faire ton textile. Alors que dans le polyester classique, c'est du pétrole. Donc, c'est pas du tout le même procédé. Après, dans la marque aussi, on a aussi une nouvelle fonction qui est l'éco-coupon, qui est assez intéressante, qui est la dernière marche un petit peu du pilier sur le concept de la marque, qui est en fait qu'une cliente a le droit de ramener ses anciens produits SMK en showroom, de me les rendre pour que je puisse les recycler. Je les recycle soit en pochette, du coup, pour des clientes, soit j'en fais une pièce un peu vintage, second-hand, que les clientes peuvent acheter en showroom également, comme des pièces de seconde main. Cette cliente, elle reçoit un éco-coupon, elle reçoit une petite bon de réduction sur un prochain achat quand elle souhaite le faire. Donc ça, c'est un petit peu le concept de la marque. Après, l'esthétique de la marque, c'est une marque dancewear. Donc on fait des produits pour la danse classique, contemporain, mais on fait aussi des produits pour la GRS. On a aussi quelques produits un petit peu plus lifestyle, c'est vrai. On a un léotard, donc un juste au corps de danse, qui est fait en nylon régénéré, en éconyle, fait à partir de filets de pêche qui sont récupérés dans la mer. Donc cette société, elle s'occupe de justement récupérer tous ces filets de pêche trouvés et de refaire du textile. La tonalité, je la trouve assez homogène, bleu. J'ai pas le choix des couleurs. Généralement, je prends ce qu'il y a. Et si la couleur me plaît, bien sûr. Je prends vraiment qu'est-ce qu'il y a de disponible. Par exemple, la combinaison que tu vois derrière en modal. Tout début, c'est un arbre, c'est la sève d'arbre. Après, bien sûr, qui est modifiée, transformée, etc. C'est pas moi qui ai choisi cette couleur. C'est ce qui m'a été proposé. Par exemple, j'ai pu produire ma première jupe en voile seulement l'an dernier. Parce que je ne pouvais pas trouver de polyester recyclé en Corée. Je l'ai trouvé l'an dernier, mais qu'en blanc. J'avais pas le choix. Donc, qu'est-ce que je peux faire sur du polyester? Je peux imprimer. Ça, c'est une photo d'un glacier en Islande qui est en train de disparaître, où j'ai été en 2018. Donc, c'est toute une campagne sur le climat. J'aurais pu choisir du polyester. J'aurais pu me dire, c'est pas grave, je vais à Donc des Moules, je prends un polyester classique. L'important, c'est d'attendre jusqu'à ce qu'on ait le bon matériel. Et puis après, hop, on peut y aller. Qu'est-ce que j'ai en studio? Quelle couleur? Quelle quantité? Et après, tu vois, oh là là, j'ai eu un accident de production. Il me reste ça, ces parties-là, 20 pièces par exemple. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Tu vas pas dessiner, tu vois, oh, je vais faire une robe, je vais faire un juste au corps, ma chérie. Non, ça marche pas du tout, quoi. Et la marque est née en Corée. Donc, j'ai jamais créé cette marque en France. Beaucoup de personnes me demandent en fait, oui, alors... comment ça se passe en France, la création d'une marque, la production? Et alors, j'en ai aucune idée, parce que moi, j'ai commencé en Corée. Donc, j'ai aucune idée comment ça marche en France pour créer une marque. Mais je me demandais, quel était ton regard sur ce sur quoi tu t'engages et tes convictions par rapport au fait de le faire en Corée du Sud, qui, pour moi, a l'air d'être un pays où il y a des vraies prises de conscience, mais où les choses, quand même, par rapport à l'Europe, sont, en termes de sustainability et d'éco-responsabilité, plus en arrière. Comment c'est en fait de pouvoir travailler sur ta marque-là dans cet environnement? C'est assez compliqué de le faire en Corée du Sud parce qu'on n'a pas du tout le même, comment dire, la même database, on va dire, de matériaux qu'en Europe, en ce qui concerne les matériaux recyclés ou les matériaux naturels. Mais il y en a. En fait, la clé de tout ça, c'est de chercher, c'est de fouiller. Je reçois énormément d'emails de designers coréens qui me demandent où est-ce que j'ai trouvé tel ou tel matériel. Honnêtement, quand j'ai commencé, je ne parlais pas coréen et j'ai réussi à les trouver en Corée. Donc si moi, ne parlant pas coréen, a été capable de trouver des compagnies qui fournissaient ce type de matériel en Corée, je ne vois pas pourquoi des designers qui parlent coréen ne le trouveraient pas eux-mêmes. Il faut vraiment passer du temps en ligne. Il ne faut pas hésiter à contacter aussi les entreprises coréennes. Au début, on se dit « Ouais, mais c'est une grande entreprise, elle ne va jamais bosser avec nous ». C'est ce qu'on peut se dire parfois en Corée, parce qu'il n'y a pas beaucoup de petites entreprises qui fournissent ce type de textile. Il faut tout de suite aller sur une grande entreprise. Et en fait, non, il suffit de les contacter, de leur demander.
leur dire voilà, je recherche ce matériel, voici le concept de ma marque, voici les matériaux que j'utilise déjà pour montrer un petit peu l'engagement qu'il y a derrière la marque. Et généralement, ces entreprises, soit elles ont des stocks. Bon, on peut vous vendre 50 yards, 100 yards de polyester recyclé. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je fonctionne sur tous mes polyesters recyclés pour les pantalons de danse. C'est-à-dire que je n'ai pas le choix au niveau des couleurs. J'aurai peut-être une couleur, 2 couleurs disponibles parce qu'ils ne peuvent pas vendre. Si tu veux commander ta couleur, il faut commander 500 yards. C'est beaucoup trop pour ma marque. Mais je peux commander 30, 50, 100 yards d'une couleur déjà existante et qu'il leur reste. Okay. Et c'est très rare. Il leur reste peut-être du gris, peut-être le mois prochain du vert. Mais il faut vraiment aller attraper un petit peu ces opportunités. Donc ça c'est un peu la difficulté en Corée. C'est localement de trouver ces matériaux pour un petit designer, c'est très compliqué. Il faut les convaincre et ça c'est pas facile. Ouais. Il faut les convaincre mais une fois qu'ils sont convaincus, après on peut travailler avec eux sur du long terme et ça c'est très intéressant. Autre chose, c'est que la Corée justement, elle est en pleine évolution sur le sujet des matériaux. Ça, vraiment, par exemple, je donne un exemple hyper concret. En 2018, j'ai été au salon Preview in Seoul, le PIS, qui est toujours fin août à peu près au COEX. C'est le salon un petit peu des matériaux, des textiles, etc. en Corée. Il y a une grande partie des entreprises coréennes qui exposent, quelques entreprises de Taïwan, de Chine, etc. Et en 2018, quand j'y étais, c'était très difficile de trouver du polyester recyclé ou de trouver des matériaux recyclés. C'était vraiment une tannée, quoi. Rentrer dans tous les stands, essayer de demander, regarder. Les seuls qui le faisaient vraiment, c'était la Chine, Taïwan, mais malheureusement, les quantités qu'ils proposaient pour designers étaient bien trop élevées pour pouvoir passer des commandes. Donc, c'était très compliqué. Et cette année, 2019, donc l'an dernier, j'y suis allée et alors, grande surprise, il n'y avait pas un stand qui n'avait pas un rack complet de tout ce qui était matière recyclée. Ce qui prouve qu'en une seule année, l'industrie textile coréenne a su switcher à du polyester classique sur du polyester recyclé et en faire vraiment une quantité assez impressionnante. Après, je reste sur mes positions du fait, très difficile pour un designer de pouvoir les obtenir parce qu'ils demandent aussi des quantités assez astronomiques dues aux machines utilisées. C'est-à-dire que la façon dont c'est produit ne permet pas de faire des petites quantités en fait. On doit tout de suite rentrer sur des gros volumes de production. Mais ça restait intéressant de voir que toutes les entreprises qui avaient su un petit peu prendre le tournant, leur stand était blindé. Par contre, les entreprises qui n'avaient pas pris le tournant là-dessus, leur stand était vide. Donc là, j'attends septembre. Cette année, c'est en septembre. J'attends avec impatience de pouvoir y aller et voir un peu ce qu'on va nous proposer. Cool, super. Ouais. Tout à l'heure, en fait, tu me parlais d'un quartier qui s'appelle Dongdaemun. Oui. C'est une sorte d'écosystème fashion assez époustouflant en fait à découvrir. J'ai découvert Dongdaemun en 2009. Donc c'était il y a longtemps, voilà. Je parlais pas du tout coréen, donc vraiment je savais dire bonjour et merci, annyeonghaseyo comme samida. Et j'avais très envie de pouvoir acheter du textile pour pouvoir faire des sweatshirts. Je m'étais dit, bon, j'ai entendu parler de Dongdaemun, mais je ne savais pas du tout où ça se situait dans Séoul, vraiment. C'était très compliqué. Puis on n'avait pas à l'époque tous les outils, les iPhones qu'on a aujourd'hui, on n'avait pas tout ça. Et j'ai cherché sur un plan de métro et j'ai vu qu'il y avait une station qui s'appelait justement Dongdaemun. Donc je me suis dit, bon, on va aller là-bas et on va chercher. Et en allant là-bas, dans le métro, je me suis retrouvée à voir un gars qui avait dans son sac une règle japonaise. Et bon, la règle japonaise, on sait que c'est un designer parce qu'on utilise tous des règles japonaises. Et en voyant sa règle japonaise, je me suis dit, ah mais lui, il faut que je le suive. Et en fait, j'ai pisté le mec jusqu'à l'intérieur du marché au textile. Et ce qui m'a permis donc de pouvoir un peu découvrir cet univers. Je ne sais pas combien de jours on aurait besoin pour faire tous les étages. Cette, tellement de textiles différents, de couleurs, c'est incroyable le nombre de matériaux qu'il peut y avoir à Dongdaemun. Et le système aussi de Dongdaemun, moi je ne connaissais pas en France. Tu prends le swatch, tu as une couleur, tu calcules le numéro de ton swatch, quelle couleur c'est. Tu dis voilà, je veux 2 yards du numéro 12. Et les mecs ils disent ouais, vous revenez dans 30 minutes ou vous revenez demain. Et c'est comme ça que ça marche. Et moi je ne connaissais pas du tout. J'ai l'impression que c'est un endroit où tu peux trouver le bouton seul et le zipper seul jusqu'au produit fini. Si tu es un client et que tu veux acheter déjà ton t-shirt qui est fait. Exactement. Et je me dis que pour un designer, ça doit être quand même super intéressant de découvrir un endroit comme celui-ci. C'est très très intéressant. Après, ça dépend comment on se positionne. C'est ce que j'étais justement. Si on se positionne éco-responsable, c'est très difficile de travailler avec Dongdaemun. Que ce soit en tant que revendeur, parce que les vêtements qui sont produits et vendus à Dongdaemun ne sont pas, gage de grande
de production très éthique, on va dire. Et aussi, en tant que designer, si jamais on recherche des matériaux plus propres, c'est aussi un peu compliqué. Après, il y en a, il faut juste les chercher. J'ai essayé, donc j'ai fait mes premiers pas un peu comme ça dans des moules, et j'utilisais donc des matières là-bas vraiment au tout début, donc vraiment au tout début. Et j'ai arrêté d'utiliser des matières des moons beaucoup plus tard, en fait. Sur cette notion notamment de déchets, moi, il y a quelque chose qui me marque beaucoup en Corée, c'est qu'il y a une forme de paradoxe et qui est assez typique des Coréens, je trouve, c'est à la maison, on trie comme jamais. Moi, j'ai jamais vu en fait un pays qui triait autant ses poubelles entre les produits alimentaires, entre tout ce qui est plastique, polystyrène, tout ça, tout ce qui est plutôt ilban selegi, donc les déchets normaux, entre guillemets. Et il y a comme ça 5-6 cases avec des couleurs bien définies. Et quand je regarde, je vois même mes parents, qui sont donc de la génération avant nous, et qui trient vraiment avec attention. Tu vois. Par contre, après ça, à côté de ça, on a des convenience stores, des 7-Eleven qui sont ouverts H24, où moi-même, je ne sais pas combien de bouteilles d'eau, de boissons j'achète. Quand je me fais livrer, certes très rapidement, et tout type de nourriture, mais quand je vois la manière avec laquelle ça arrive, donc il y a ce paradoxe entre une sorte de prise de conscience et en même temps un environnement qui est assez... où il y a beaucoup de choses à faire. Et tout l'enjeu, je pense, de la Corée, ça va être ça. Ça va être de trouver... repenser la façon dont on consomme. C'est ça le problème, c'est que justement l'étude que j'ai lue à propos de ce sac, de ces entreprises qui produisent des sacs biodégradables, le problème, c'est pas de proposer une solution de remplacer un sac en plastique par un sac biodégradable. C'est pas du tout une solution. Le problème, en fait, c'est que la façon dont nous consommons ici, la façon dont on est habitué à consommer, n'est pas du tout compatible avec ce nouveau tournant justement de durabilité, de faire attention à l'environnement, etc., etc. Donc le problème, ça va être surtout de repenser à arrêter de trop consommer et de surtout beaucoup réutiliser. Par exemple, au lieu justement dans la marque, on est en train de penser à faire ça, c'est qu'on a des emballages en carton. J'ai pas souvenir en France d'avoir autant d'emballages quand j'achète quelque chose ou me faire livrer la nourriture. Enfin, je trouve qu'on n'a pas du tout la même façon de vivre aussi. Donc je pense qu'elle va être là, le point de rotation va être ici. C'est, je pense, aussi un petit peu en lien avec ce que tu évoquais tout à l'heure. Je pense qu'en Corée, on est très fast life et on est un peu plus slow life dans les pays occidentaux. Et peut-être que cette fast life-là, en fait, c'est inhérent en fait, à cette consommation continue et régulière. Et du coup, quand tu es comme ça constamment en train de consommer, tu peux moins aussi réfléchir sur la manière avec laquelle tu consommes. Tu vois. Et je pense que c'est l'enjeu de la Corée dans les années à venir. Ça va être vraiment un sujet sur lequel les Coréens vont être confrontés. Et comme tu le disais, j'espère qu'avec l'innovation et la créativité qui existent ici, on trouvera sûrement des moyens, tu vois, d'évoluer. Mais moi, je pense que ce que tu fais, ton engagement et tes convictions, c'est vraiment quelque chose qui est à la fois osé et très courageux, en fait. Et j'espère que, du coup, tu pourras être une de ces ambassadrices ici pour faire changer et faire bouger les lignes dans la société coréenne. J'essaie de communiquer. Avant, je ne communiquais pas du tout dessus. C'est vrai que... Même il y a quelques années, si on regarde l'Instagram de la marque ou nos plateformes de communication, c'était pas quelque chose dont je parlais vraiment. Je parlais quand on faisait les donations, tous les 6 mois, ça y est, on a fait la donation. Mais c'était pas quelque chose où j'appuyais vraiment la communication. Je communiquais beaucoup sur les couleurs, ou sur le style, ou sur un nouveau produit, mais pas tant sur ce qu'il y avait derrière. Et c'est quelque chose de très récent où je me suis dit, attends, pour moi c'est une évidence, pour moi c'est cohérent. Mais ça ne l'est pas forcément pour une autre personne. Bien sûr. Et du coup, j'ai commencé récemment à vraiment communiquer, ça fait, je sais pas, 4-5 mois, que j'ai vraiment commencé à communiquer sur les textiles que j'utilise, sur pourquoi je les utilise. J'ai même fait une petite BD sur le designing process. Souvent, quand je fais des interviews ou quand j'ai des interviews magazines, à chaque fois qu'on veut me prendre en photo, ils sont là, bon, mets-toi à la table, prends un stylo et dessine. Jamais. Je ne dessine jamais dans mon métier. Aujourd'hui, si tu veux penser éco-responsable, tu penses déjà au textile que tu as en showroom. Qu'est-ce qui me reste? Quel morceau? Grand, petit, large, moyen? Ok. Au lieu d'acheter et de reconsommer, qu'est-ce que je vais faire à partir de ça? Qu'est-ce que je peux produire? Et à partir de là, tu penses à l'item que tu peux faire. Mais tu ne vas pas te dire, attends, je vais dessiner ça et tout. Et je trouve qu'il y a vraiment une misconception un petit peu du métier de designer, du moins dans le domaine de l'éco-responsable.
on ne fait pas ça en fait, ça c'est obsolète. Si tu veux. Enfin, ce qu'on nous a appris à l'école, moi ce qu'on m'avait appris à l'école quand j'ai eu mon diplôme en 2008, c'est plus ou moins obsolète, ouais. Okay. Du coup, communiquer un peu dessus, dire aux gens, en fait, voilà comment ça se passe. Voilà pourquoi on utilise ce type de packaging. Voilà pourquoi on recycle. Voilà ce qu'on peut faire avec de tout petits morceaux de recyclage. Regardez ce qu'on peut réussir à créer avec ça, au lieu de le jeter, par exemple. Et je pense que les clientes aiment bien. Je me rends compte que les clientes commentent, elles aiment bien. Ah ouais, c'est fou et tout. Et parfois, quand elles viennent au showroom, elles m'en parlent. Elles me disent, ah, j'ai vu que tu as fait ça et tout, c'est cool. Donc, on sent aussi qu'il y a un certain... au niveau des clientes, il y a vraiment un intérêt, justement, sur ce type d'opération derrière. Donc, je trouve ça assez intéressant. C'est un intérêt qu'il n'y avait pas il y a quelques années. Je me rappelle en 2017, quand j'ai tourné Dancewear et que j'étais au showroom, les clientes ne me parlaient jamais de mon concept, quoi. Vraiment, c'était... Aujourd'hui, ça change. Je trouve que les clientes qui viennent parlent de plus en plus de « Ah oui, c'est cette matière, ah, c'est du nylon régénéré ». Je sens qu'il commence à y avoir une certaine connaissance dessus et c'est assez agréable en fait de pouvoir justement communiquer dessus parce qu'il y a un retour. C'est pas quelque chose qui tombe un petit peu à l'eau où personne n'y fait attention et ça devient... il y a un dialogue qui se crée et ça devient intéressant. Je pense qu'il y a l'esthétique qui est importante, mais il y a aussi les valeurs qu'elle incarne et l'engagement qu'elle prend. Et ça, je trouve que même les jeunes Coréens de plus en plus s'y intéressent. Ouais, tout à fait. Et donc ça, c'est bien. Tu vois, après, il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège du héros, on va dire. Et dans le sens où c'est pas parce que tu as certaines valeurs et c'est pas parce que tu les appliques dans ta marque que tu fais mieux que quelqu'un d'autre. Ça, c'est très important à toujours garder à l'esprit. Et surtout, ça ne nous engage pas, ça ne nous empêche pas de continuer à apprendre. Parce que plus on avance un peu dans le process, plus on apprend de choses. Et plus on découvre que ce qu'on avait appris auparavant n'est plus forcément d'actualité. Ou alors que la position là-dessus a été revue. Par exemple, la position sur les matériaux recyclés a été revue assez récemment. C'est pas forcément si bon que ça, les matériaux recyclés. Donc, chaque fois qu'on avance, il faut aussi pouvoir se remettre en question sur ce qu'on était en train de faire et ce qu'on pensait qui était éco-responsable. Ça, c'est important de jamais se positionner en tant que comment dire, on sait, on a la solution. Non, on n'a pas la solution, on ne sait pas et on est tout le temps en train de fouiller. Ça, c'est vraiment un truc important à savoir. C'est un bel enseignement et un beau mot de la fin.